Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour cette webconférence dédiée à la mise en œuvre de l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, enjeux et apprentissage. Je suis Marie Larsonneau, je suis chef de projet et de partenariat à l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. Et je suis accompagnée de Marie Ruot, qui est la chef de la mission animation de la recherche à la DARES. Marie et moi, nous vous accompagnerons tout au long de cette matinée d'échange. Et avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais vous présenter brièvement quelques éléments pratiques. Nous sommes ensemble jusqu'à midi aujourd'hui. Cette conférence sera composée de deux parties majeures. Durant la première heure, nous vous donnerons à entendre les résultats de l'étude monographique réalisée auprès d'une quarantaine d'entreprises et commanditée par la DARES et coordonnée notamment par Nicolas Farvac, directeur du pôle recherche et études du groupe Orseux Ethics. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Martine Pernaud-Lemâtre, maîtresse de conférences en économie à l'Université de Lille, chercheure au CLERC et directrice du centre associé du Centre d'études et de recherche sur les qualifications, le CEREQ de Lille. Bonjour Martine. Bonjour. À l'issue de cette présentation, nous disposerons d'un moment d'échange au cours duquel vous pourrez poser bien sûr vos questions à nos chercheurs et nous leur transmettrons vos réponses. Nous marquerons ensuite une courte pause avant d'entamer une discussion sur ces résultats et un échange d'expériences avec notamment Vincent Arnaud-Chape, qui est sociologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste des questions d'égalité professionnelle et des quantifications des inégalités dans les entreprises. Céline Chevanche, qui est DRH adjointe de CBRE, et Valérie Marbache, VP and Chief Diversity Inclusion Officer chez Thales. De nouveau, donc sur cette table ronde, nous aurons un temps d'échange. Vous pourrez bien sûr poser vos questions aux intervenants, aux intervenantes, et nous leur transmettrons ces questions pour qu'ils puissent y répondre. Et donc par conséquent, je vous invite durant toute la conférence, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions via le chat de la plateforme. Nous les transmettrons et par ailleurs, nous allons mettre dès maintenant les liens vers les publications dont nous allons discuter ce matin. Ce sera donc dans le chat. N'hésitez pas, après cette conférence, à les télécharger pour en prendre connaissance. Et enfin, une dernière information, cette conférence est enregistrée. Elle fera l'objet d'un replay qui sera sous-titré et mis en ligne dans les prochains jours sur le site de la DARES et le site de l'AFMD. Et donc, je vous souhaite bien sûr une excellente matinée et je donne la parole maintenant à Marie Ruot qui va vous présenter le contexte de lancement et les objectifs de cette enquête dont nous allons donc discuter au long de la matinée. À toi Marie. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre si nombreuses et nombreux, puisque vous êtes plus d'une centaine pour l'instant connectés à cette webconférence. Je voudrais en effet présenter et vous indiquer en quelques mots quels ont été les objectifs que nous avions au lancement de cette étude. L'index est un outil qui a été introduit en 2018 pour contribuer à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans un contexte où ceux-ci persistent malgré un arsenal législatif déployé depuis plusieurs décennies. C'est un outil qui, pour la première fois, institue une obligation de résultat aux entreprises assujetties, c'est-à-dire en gros les entreprises privées de plus de 50 salariés. La DARES a donc mandaté une équipe de recherche pour appréhender la manière dont les entreprises se sont saisies de ce nouvel outil et les modalités de mise en œuvre qui ont été les leurs. Nous avions défini 3 grands axes d'investigation. Le premier devait concerner de manière très concrète la mise en œuvre de l'index, le contexte dans lequel il s'est inscrit et les manières dont les entreprises ont répondu à cette nouvelle obligation légale. L'objectif était de comprendre quels moyens ont été mis en œuvre, qui a porté le calcul de l'index dans l'entreprise, comment les données ont été produites, quelles difficultés ont été rencontrées. Le deuxième axe portait sur l'appréciation de cet index au vu des résultats obtenus et au regard de la politique en matière d'égalité professionnelle développée dans l'entreprise. Est-ce que les entreprises s'attendaient à la note qu'elles ont obtenue au vu de la politique qu'elles mènent en matière d'égalité pro, leur jugement sur les performances de leur entreprise en matière d'égalité professionnelle a-t-il été modifié par les résultats à l'index qu'elles ont obtenus?
Et puis enfin, on avait fixé un troisième axe qui portait sur les ajustements envisagés au vu du résultat obtenu et la façon dont globalement la politique en matière d'égalité professionnelle s'en trouvait impactée. Il s'agissait notamment de savoir si la publication de leur index a incité les entreprises à mettre en place, renforcer, consolider certaines de leurs actions, de leurs mesures en faveur de l'égalité professionnelle. Nous voulions également savoir si l'index est selon elle une aide efficace pour identifier des inégalités professionnelles et trouver comment y remédier. Et puis enfin, quelle marge de progression elles estimaient réalisable et quels sont les freins et les facteurs de progrès existants et anticipés par elles. Alors avant de donner la parole à Nicolas et à Martine, je voudrais juste terminer en donnant quelques repères quantitatifs sur l'index, puisqu'on a maintenant 3 ans de recul sur cet indicateur, sur cet outil. Et ça permettra de vous donner une idée, de situer peut-être les analyses qui vont vous être présentées. Alors en mars 2021, il y a à peu près 27 500 entreprises qui ont déclaré au titre de l'année 2020 leur index, c'est-à-dire que ça recouvre à peu près 8 entreprises sur 10 qui sont assujetties. La note qu'elles ont obtenue est en moyenne de 85 points sur 100, puisque l'index est une note sur 100, toute taille confondue. Et on observe qu'il y a des tailles un petit peu plus faibles pour les petites entreprises, puisque leur note est de 84,5 pour celles qui comptent de 50 à 250 salariés, tandis qu'elle atteint 88 sur 100 pour les entreprises de 1000 salariés ou plus. On retrouve cette tendance lorsqu'on se penche sur chaque indicateur, qui compose l'index, puisque tout ça va vous être présenté, mais il y a 5 notes différentes qui composent l'index. Et à l'exception de l'index qui porte sur les 10 plus hautes rémunérations, on retrouve sur l'année 2020 les entreprises de plus de 1000 salariés qui obtiennent des notes meilleures que celles qui sont de taille inférieure. Quand on regarde en termes de progression, on voit que la note a augmenté pour toutes les catégories, là aussi de taille d'entreprise, mais davantage encore pour les plus grandes. Et on observe que cette progression sur les 5 indicateurs, et en particulier sur celui qui concerne les augmentations au retour de congé maternité, sachant que celui-ci couvre une obligation légale et donc montre qu'a priori il y a eu un effet d'apprentissage sur cet indicateur-là. Et enfin, ce qu'on observe aussi, c'est que les notes sont généralement plus élevées dans les entreprises et les secteurs qui sont féminisés. Voilà, je laisse maintenant la parole à Martine et Nicolas pour une présentation de leurs résultats, d'une enquête qui a porté sur une quarantaine de monographies d'entreprises et c'est une enquête qui a été menée entre janvier 2020 et avril 2021 avec donc une interruption puisque la période a couvert quelques confinements comme vous le savez. Voilà. Cette présentation sera suivie d'un quart d'heure de questions-réponses. Donc je vous invite, comme l'a signalé tout à l'heure Marie, à poser vos questions via le chat de façon à ce que nous puissions les relayer aux chercheurs dans cette partie questions-réponses. Martine, je vous cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vient de le rappeler Marie, nous allons présenter les principaux résultats de notre étude sur l'index, réalisée par un partenariat entre plusieurs équipes de l'ORSE, du CORIF et du CLERC de l'Université de Lille. Alors, je vais tout d'abord me permettre d'insister sur le caractère innovant de l'index dans la politique égalité professionnelle femmes-hommes menée par les pouvoirs publics. Il ouvre une nouvelle dynamique articulant un impératif de quantification puisque les entreprises doivent s'auto-évaluer, une obligation de résultat en raison de la nécessité de parvenir à une note minimale, le tout sous peine de sanctions financières. Alors, l'index s'appuie sur une vision pragmatique des inégalités professionnelles femmes-hommes telle que défendue dans le rapport par Madame Lair dans le cadre de sa mission pour la ministre du Travail. Je cite: plus de 45 ans après l'inscription du principe à travail de valeur égale, salaire égal entre les femmes et les hommes,
il demeure 24% de salaire, tout poste confondu, et entre 8 et 10% d'écart dits inexpliqués. Alors, ce constat s'appuie sur une décomposition des écarts de revenus salariaux en 3 tiers. Un tiers s'explique principalement par le temps partiel, un tiers tient à la ségrégation des métiers, ségrégation verticale et professionnelle, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne sont pas sur les mêmes fonctions, ne sont pas sur les mêmes métiers, ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité et n'ont pas les mêmes niveaux de responsabilité. Et enfin, le dernier tiers correspond à un écart résiduel non expliqué. Madame Lair propose donc de s'attaquer à ces écarts inexpliqués sur la base de 4 principes. Proposer aux entreprises des mesures de ces écarts porteuses de sens, afin de leur donner des éléments quantifiés de réflexion. Utiliser les données quantifiées dans la BDES, disposer d'indicateurs clairs et compréhensibles par toutes les parties prenantes, et enfin avoir des indicateurs fiables. Cela a débouché, comme on peut le voir sur l'écran, sur un index composite sur 100 points, se calculant à partir de 4 ou 5 indicateurs selon que l'entreprise compte plus ou moins de 250 salariés. L'indicateur 1 mesure les écarts de rémunération par tranche d'âge et par CSP. L'indicateur 2 mesure les écarts de taux d'augmentation salariale. L'indicateur 3 mesure les écarts de taux de promotion pour les entreprises de plus de 250 salariés. L'indicateur 4 vérifie l'application de la loi de 2006 relative aux bénéfices des augmentations de salaire pour les femmes de retour de congé de maternité. Enfin, l'indicateur 5 mesure les écarts femmes-hommes parmi les rémunérations les plus élevées. Notre rapport s'appuie, comme ça a été dit, sur 39 monographies d'entreprises menées sur la base d'entretiens semi-directifs auprès des responsables RH, RSE ou diversité, ainsi que sur les IRP. En partie réalisés pendant les périodes de confinement, certains entretiens ont eu lieu en visioconférence. Nous en profitons d'ailleurs pour remercier vivement les entreprises et toutes les personnes qui ont accepté de nous recevoir. Nous avons cherché à équilibrer notre échantillon à la fois en termes de taille d'entreprise, nous appuyons sur les seuils d'application de la loi, mais aussi tous les grands secteurs d'activité sont représentés, conduisant à une large diversité des cas étudiés. Enfin, nous avons retenu des entreprises mixtes, c'est-à-dire comprises entre 40 et 60% de femmes, d'autres plutôt à dominante masculine, plus de 60% d'hommes, d'autres à dominante plutôt féminine, plus de 60% de femmes. L'objectif des entretiens était de mieux comprendre comment les entreprises allaient faire vivre ce nouvel outil. Alors, il s'agissait pour nous d'analyser les différentes étapes, à savoir la réception de cette nouvelle contrainte réglementaire, l'organisation concrète de la production de l'index, les stratégies de fabrication et enfin les effets de cet index sur la politique égalité de l'entreprise. Alors, avant d'entrer dans la mise en œuvre de l'index par indicateur, nous allons commencer par vous présenter les modalités de réception et de production. Ce qui ressort en premier est la perception assez largement partagée que l'index est une contrainte administrative, une source d'embêtements multiples, une contrainte légale, selon les dires des représentants de la direction. Si les entreprises semblent sensibles au thème de l'égalité professionnelle, du point de vue individuel, elles expriment globalement peu d'attentes à l'égard de l'index, se sentant protégées par la conformité de leurs procédures RH, que cela soit par l'intermédiaire des conventions collectives ou de leur classification interne. Un second point important relatif au calcul de l'index est qu'il nécessite malgré tout une organisation ad hoc de recherche des données et de calcul, une réponse technique qui en fait une affaire de direction. Un important travail préalable de collecte de données, parfois à la main, de problématiques de paramétrage des systèmes d'information RH et d'adaptation à la règle de calcul sont un passage obligé, comme l'illustrent ces 2 citations. Les reconstitutions de package, c'est un cauchemar. Mais je ne dénonce pas, on est extrêmement pragmatique. Le coût d'entrée dans le fichier Excel est élevé,
J'aurais aimé vous dire le nombre d'heures qu'on a passées, c'est faramineux. Deuxième citation. Le plus compliqué, ça a été de m'assurer que les données étaient fiables et d'être sûr que ce qui a été pris dans les salaires via les données de notre système d'information RH avait été bien paramétré et qu'on incluait les bonnes personnes. Au total, il s'agit probablement d'un coût d'entrée, perçu cependant comme lourd par les entreprises. Ce processus semble maintenant être routinisé. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas pour vous présenter l'indicateur 1. Merci Martine. L'indicateur 1 concerne la mesure des salaires, ou plutôt une mesure des salaires, puisque c'est une approche, une définition parmi d'autres. Il y a eu un choix, une convention statistique qui a été adoptée et qui a été donc calculée par les différentes entreprises. C'est l'indicateur le plus important de la note sur 100. Il représente 40% de la note, 40 points sur 100. Alors, avant de regarder précisément comment les entreprises ont calculé cet indicateur, on pourrait d'abord revenir sur, comme tu l'as fait Martine, sur la perception de ce premier indicateur, cette mesure des salaires ou cette mesure des inégalités de salaire dans l'entreprise. Avec ce sentiment dont on nous a souvent fait part dans nos entretiens, c'est que les écarts de salaire dans l'entreprise, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet, on ne discrimine pas, la reconnaissance d'inégalités salariales reste rare, les discriminations sont peut-être existantes dans le monde des entreprises, mais en tout cas pas chez nous. Une entreprise nous dit les salaires d'entrée sont affichés. Et donc ce sentiment d'être protégé par des mécanismes est très fortement présent. Les salaires sont affichés, la convention collective est appliquée à la lettre, on a des grilles salariales, certaines entreprises ont des budgets de financement dans le médico-social par exemple. Bref, tout écart salarial n'est pas possible a priori. A posteriori, si jamais il se révélait exister des écarts, alors il y a d'autres mécanismes qui fonctionnent. C'est le terme de la moulinette qu'on nous a souvent utilisé, la moulinette statistique, la moulinette des outils de gestion RH qui permet de faire des rattrapages entre personnes ou entre catégories de personnes. Comme le dit une entreprise du secteur des assurances, on n'a pas de sujet d'écart de rémunération. Depuis fort longtemps, on a fabriqué un outil interne qui permet pour chaque recrutement de définir un niveau de rémunération équitable en fonction du niveau de qualification, de responsabilité. Et donc, que ce soit un homme ou une femme, il rentre dans la moulinette et on sort un salaire cible. Bref, cette moulinette est efficace, elle protège les entreprises de tout égard de salaire. Revenons quand même sur la construction statistique de cet index. Vous avez à l'écran un exemple de tableau statistique d'une entreprise, de l'échantillon, qui permet de calculer ces fameux 40 points sur 100 de ce premier indicateur. Vous voyez qu'il s'agit de colonnes et de lignes, avec en ligne les catégories de salariés, ouvriers, employés, etc., et des catégories d'âge, et en colonne les salaires des femmes et des hommes. Prenons un exemple, par exemple la ligne des employés de 40 à 49 ans. Les femmes gagnent en moyenne 38 000 euros dans cette entreprise, les hommes gagnent en moyenne 40 000 euros 250 dans cette entreprise. Il y a un écart de rémunération moyenne de 5,6% entre les hommes et les femmes, à l'avantage des hommes. La méthode de calcul part d'un seuil de pertinence tel que ça a été défini, c'est-à-dire qu'on retranche 5% de la note de ce calcul à chaque fois. Et donc l'écart de 5,6% devient 0,6% après l'application de ce seuil de pertinence. Cette question de ce seuil a été fortement posée en amont de l'index, plusieurs intervenants regrettant ce choix de réduire par un mécanisme statistique la réalité des inégalités. Et même dans nos entretiens, cette question s'est souvent posée. Vous voyez que l'on fait ce calcul ligne par ligne, on obtient un écart moyen qui est pondéré par le nombre de salariés dans chaque tranche d'âge et de catégories socio-professionnelles. Ici, l'entreprise en question a un écart pondéré de moins 4%, c'est-à-dire que cette entreprise a une inégalité de salaire en faveur des femmes, ce qui est assez peu banal. Et ceci est dû, pour rester sur cet exemple, à une ligne en particulier, la ligne des ingénieurs cadres de 40 à 49 ans, où les femmes sont très bien payées, 194 000 euros, et les hommes moins bien payés, 100 000 euros.
Dans cette entreprise, qui n'est pas fictive, qui est réelle, tous les hommes sont mieux payés en moyenne que les femmes pour toutes les catégories sauf une, et cela conduit à un écart en faveur des femmes dans cette entreprise. Ce qui a posé d'ailleurs de nombreuses questions d'interprétation de ce chiffre. Alors revenons à cette mesure des salaires pour bien voir, comme on l'a aperçu très rapidement, que la réalité de ce chiffre est difficile à saisir et à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire un écart de moins 4,5% ? Qu'est-ce que ça veut dire cet indicateur quand il correspond à une note de 30, 35, 40 sur 40 ? La difficulté est liée à la classification d'éléments hétérogènes. On nous a dit à plusieurs reprises, on mélange des choux et des carottes, c'est-à-dire qu'au sein d'une même classification, par exemple les employés ou les agents de maîtrise, on agrège des situations, des postes très différents. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes métiers, mais pourtant la catégorie socio-professionnelle les agrège. C'est une question classique en statistique, celle de l'hétérogénéité, celle de l'équivalence entre plusieurs données. Il faut produire ce chiffre. Les données qu'on a vues à l'écran ne tombent pas du ciel, voire même elles ne tombent pas du logiciel, pour prendre un jeu de mots, puisque les entreprises se sont beaucoup appuyées sur des éléments, des outils des SIRH, des outils de systèmes d'information, dans lesquels il a fallu rentrer les données, les traiter pour ressortir ce chiffre. On voit aussi à travers ces exemples qu'il y a beaucoup d'effets de seuil ou des effets de bord, comme on nous a dit, c'est-à-dire que la démographie de l'entreprise, ajouter des recrutements ou des départs, plus 1, 2, 5 personnes en plus ou en moins sur une catégorie, peut très vite faire varier le chiffre global. Il y a donc une très forte sensibilité statistique du résultat. Et enfin, il y a des difficultés liées à la convention de mesure. On est bien sur une mesure des salaires et beaucoup de commentateurs de l'index ont regretté, par exemple, que les données correspondent à des temps pleins et que la question des temps partiels soit complètement gommée, effacée par la modalité de calcul, puisqu'on se base sur des équivalents temps plein. Dernier point, c'est que la vision est statique. On a un tableau en coupe, comme on l'a vu, on a ce tableau statistique en coupe. Alors certes, il inclut les âges qui sont censés avoir représenté une dimension de parcours dans l'entreprise. À 50 ans, on est censé gagner un plus gros salaire qu'à 30 ans. Mais néanmoins, l'âge est un mauvais proxy, comme on dit en statistique, une mauvaise variable, une variable, disons, insatisfaisante pour mesurer la question des parcours. Et Martine, tu vas maintenant présenter les indicateurs 2 et 3 qui ont justement essayé d'intégrer cette question des parcours dans l'entreprise, puisque même si à un moment donné, les salaires entre hommes et femmes, par exemple à l'embauche, sont équivalents, c'est lors des parcours que les inégalités se créent et c'est à ce niveau des parcours qu'il faut essayer d'agir pour corriger les inégalités. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons fait le choix de considérer conjointement les deux indicateurs relatifs aux écarts d'augmentation individuelle, l'indicateur 2, et aux écarts de promotion, indicateur 3. Alors en effet, ces deux indicateurs, comme vient de le dire Nicolas, ont une visée plus dynamique que l'indicateur 1. Alors l'indicateur 2 compare par catégorie socio-professionnelle la part des femmes à celle des hommes ayant bénéficié d'une augmentation individuelle de salaire. Cette notion d'augmentation individuelle de salaire correspond à une augmentation individuelle de salaire de base du salarié concerné. Si aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence, l'incalculateur est donc non calculable. L'indicateur 3 considère les écarts de taux de promotion entre les hommes et les femmes. L'existence de ces deux indicateurs fait d'ailleurs écho aux demandes des syndicats, d'associations féministes et de différents experts de ne pas se concentrer uniquement sur les écarts de rémunération, toutes choses égales par ailleurs, comme on a l'habitude de dire, et d'introduire donc des éléments de déroulé de carrière. Rappelons que ces deux indicateurs ne sont pas calculés de la même manière selon la taille des entreprises. Les indicateurs 2 et 3 sont regroupés dans un seul indicateur pour les entreprises de moins de 250 salariés. Alors, dans les entreprises ayant déjà des process RH formalisés, ces indicateurs convergent vers des pratiques déjà existantes via les négociations annuelles obligatoires, les accords égalité professionnelle, comme l'illustrent les propos d'une direction d'entreprise. Chaque fois qu'on fait une campagne annuelle d'augmentation et de promotion,
on a des objectifs de promouvoir et d'augmenter au moins autant de femmes que d'hommes, les pourcentages de bénéficiaires, les budgets distribués, les pourcentages de promus sont mesurés et sont dans les indicateurs que chaque manager voit et qui sont après consolidés selon les différents niveaux par secteur, filiale, fonction. C'est pour cela qu'on a des bons niveaux sur les indicateurs 2 et 3. En revanche, pour d'autres, l'index peut servir de révélateur et d'élément de suivi. Exemple, dans une entreprise du BTP, par exemple, la direction pensait ne pas avoir de problème en raison de la faible mixité de ses emplois. La DRH était persuadée que son entreprise était plutôt conforme sur l'indicateur 2, car l'entreprise pratique des augmentations générales. Je la cite, « Donc tout le monde est augmenté. Mais quand on regarde le montant des augmentations individuelles, si on fouille, il n'est pas bon non plus. » Et en fait, cet indicateur qui était de 5 sur 20 pour l'index 2019 est passé à 20 sur 20 en 2020 en raison d'une action correctrice de l'entreprise. Toutefois, le fait de comparer le nombre de femmes augmentées et promues avec le nombre d'hommes suscite diverses interrogations quand même de la part des entreprises. Ainsi, même si le montant des augmentations individuelles des femmes est inférieur à celui des hommes, une entreprise peut cependant obtenir la totalité des points. Les entreprises soulignent ce risque de manipulation. Je cite, « On a 50% des femmes augmentées contre 61% des hommes. Ce n'est pas un écart énorme, ce n'est pas 80-20, mais on est pénalisé. C'est pervers, car si je donne 4 centimes d'augmentation, c'est pareil que si j'en donne 15. On est en pleine revue des salaires, je sais comment faire. » Une autre critique de la part des directions d'entreprise concerne la trop grande sensibilité de l'indicateur aux effectifs de femmes et d'hommes dans l'entreprise. Un exemple poussé à l'extrême est celui que vous a présenté Nicolas tout à l'heure, donc d'une entreprise qui avait un indicateur 1 concluant globalement à une inégalité salariale en faveur des femmes en raison d'un très gros salaire masculin, mais qui en réalité masque une inégalité salariale en défaveur des femmes, si ce seul salaire est exclu. De fait, l'entreprise s'est lancée dans une politique volontaire d'augmentation des femmes, paradoxalement, ce qui lui coûte des points sur l'indicateur 2. On pourrait multiplier les exemples de ce type. On peut encore citer le cas d'une entreprise tertiaire, fortement féminine dans les fonctions les moins qualifiées, qui n'a pourtant pas d'écart de salaire mesuré par l'indicateur 1, grâce à l'application de la marge de tolérance de 5%, alors qu'un écart de 10% existe dans la catégorie ingénieur. Pour cette même catégorie, je cite l'entreprise, j'ai un écart de 2,6 en termes d'augmentation individuelle, indicateur 2, ce qui me coûte fort cher. J'ai augmenté 28% des femmes contre 18% des hommes, donc ça me coûte cher. Ça allait dans le sens recherché pour l'index, donc là, il y a une faille ici. Au total, ils ont 10 sur 20 à l'indicateur 2 et 10 sur 15 à l'indicateur 3. Ils ont perdu 15 points par rapport à l'année précédente. Une autre difficulté rencontrée par les entreprises concerne l'interprétation du terme promotion. Le décret retient une définition administrative, c'est-à-dire changement de coefficient. Or, plusieurs entreprises ont des méthodes de management qui cadrent mal avec cette définition. En particulier, une entreprise libérée ne possède pas d'organigramme. Sa structure est aplatie. Il est de fait difficile de définir une promotion et de comparer les situations individuelles, comme le montre la citation suivante. « Chez nous, tous les cadres sont cadres, toute leur vie, et ils ne changent jamais de statut. Moi, ça fait 14 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai fait 5 métiers. Dans l'onglet, je considère que je n'ai pas eu de promotion, alors que j'ai changé 5 fois de métier. Mais comme on n'en change pas de statut et qu'on ne change pas d'échelon, en fait, on ne sait pas mesurer la promotion. » Autre et dernière citation, allant dans le même sens. D'emblée, on s'est dit que pour nous, c'était non applicable. Et quoi que l'on fasse, on ne sera jamais bon là-dessus, notamment pour le calcul des augmentations individuelles.
on n'a pas de politique d'augmentation individuelle en interne. Vu notre secteur d'activité, il y a 0 augmentation individuelle. On est dans un dérivé de fonction publique. Si je suis conducteur, j'ai un coefficient qui me donne un salaire. Donc, quand bien même je voudrais une différence entre femmes et hommes, je ne pourrais pas. Un dernier point, souvent remonté par les entreprises non mixtes, concerne les effets de la non-mixité sur les indicateurs 2 et 3. Dans de nombreux cas, des directions d'entreprise nous signalent que les indicateurs d'augmentation et de promotion cherchent à comparer des hommes et des femmes qui n'exercent pas les mêmes métiers ou qui ne se situent pas sur les marchés qui se situent sur des marchés du travail plutôt différents, où la tension entre l'offre et la demande est incomparable. En fait, l'idée sous-jacente exposée par nos interlocuteurs est que pour promouvoir des femmes, il faut d'abord les recruter. Ce discours de justification des écarts relevés a donc tendance à déplacer cette question de l'intérieur des entreprises, les politiques internes de promotion, vers l'extérieur. L'inégal accès à des femmes, à certaines fonctions, certains métiers, voire des éléments plus sociétaux relatifs aux stéréotypes professionnels de genre. À titre illustratif, on peut citer les propos d'une direction industrielle, mais on responsabilise aussi l'executive committee sur la question « Comment je peux être remplaçable par une femme ?» Ce qui prend le plus de temps et la féminisation des équipes seniors, voire dirigeantes, reste faible. Je passe donc maintenant la parole à Nicolas pour l'indicateur 4. L'indicateur 4 revient sur le moment de la maternité et du retour de maternité. C'est un OJNI, j'ai vu ça quelque part dans un texte, un objet juridique non identifié, cet indicateur, puisqu'il mesure le respect par les entreprises d'une loi, comme cela a été dit plus tôt. Alors, précisément, l'indicateur 4 mesure le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité, si des augmentations sont intervenues pendant la durée de ce congé. Il porte donc cet indicateur sur les augmentations générales ou individuelles qui ont eu lieu dans l'entreprise lors de cette période. Le point de départ, c'est que les maternités sont un phénomène créateur d'inégalités. Le rôle des maternités et des interruptions de carrière dans l'analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes est aujourd'hui bien documenté. Des travaux statistiques confirment qu'il existe un écart salarial qui devient persistant, qui grossit, lié à ces conséquences des maternités. L'indicateur 4 occupe donc une place particulière dans l'index puisqu'il vérifie la conformité des entreprises à la loi de 2006 sur l'égalité salariale qui inclut un principe de neutralisation des congés de maternité sur les rémunérations. L'intégration de cet indicateur est volontairement l'objet d'une construction originale, non identifiée, comme nous l'avait dit Sylvie Lair, qui a préfiguré l'index, qui disait il y a cette loi de 2006 et dans l'entretien qu'on a mené avec elle, elle nous a dit il serait bien de voir si elle est respectée, appliquée. Je me suis aperçu qu'il y avait un problème de date. C'est quoi le retour du congé maternité? Si le principe est grossièrement compris de neutraliser les effets des congés des maternités, la question du retour, du moment du retour n'était pas complètement bien appliquée. Et donc elle continue, je voulais obliger les entreprises à aller regarder ce qu'il se passe, donc je l'ai mis dans l'index, ce qui m'a valu beaucoup de remarques. En effet, beaucoup de partenaires sociaux, d'experts, de syndicats ont critiqué ce principe d'attribuer des points positif aux entreprises qui ne feraient qu'appliquer strictement la loi. Certains ont proposé de passer sur un système de malus en cas de non-respect. Et notons par ailleurs que la formulation de l'index est moins exigeante que celle de la loi, puisque l'indicateur considère simplement le pourcentage de salariés qui ont été augmentés pendant leur congé maternité et non pas le montant précis en euros de cette augmentation. Au final, cet indicateur est noté soit 0, soit 15. C'est un indicateur binaire, 15 si l'entreprise applique bien la loi, 0 sinon. Le premier effet de cet indicateur est d'avoir montré une véritable méconnaissance de la loi et une mauvaise application de ses principes.
on pourrait traduire ça par des formes de bricolage dans les entreprises pour justement ce qui est d'évaluer le retour, le moment du retour et de bien appliquer le principe d'augmentation de ces personnes. Et d'ailleurs, cela se voit dans les chiffres de l'index, puisque au démarrage, en 2019, lors des premières publications des résultats, un tiers des entreprises avaient 0 sur 15 n'appliquaient pas la loi ou l'appliquaient mal. Ce tiers est devenu 13% en 2021 et je n'ai pas regardé les dernières données, mais c'est en effet en constante diminution. Cette amélioration de l'index traduit bien une amélioration des pratiques. L'indicateur, en tout cas cet indicateur a permis une prise de conscience des entreprises, au sein des entreprises. On peut parler d'effectivité de cet élément de l'indicateur. Les entreprises qui ont 0 sur 100 appliquent très rapidement des correctifs pour remettre en place des processus RH plus adaptés. On voit donc en creux que les procédures de ressources humaines étaient mal adaptées. Elles étaient bancales, elles n'étaient pas stabilisées. Une entreprise, par exemple, du secteur numérique, a eu 0 sur 15 lors de sa première mesure de l'indicateur. Leur accord de NAO prévoyait des augmentations au retour de maternité uniquement s'il y avait eu une augmentation dans l'équipe de la salariée. Donc, le principe était établi à 50%, mais ce qui correspond à une non-application de la loi. La note de 0 a conduit à une refonte très rapide des process, de manière même rétroactive, et désormais l'entreprise a 15 sur 15. Comme nous l'ont dit les membres du CSE, désormais, on s'est rendu compte qu'on n'augmentait pas les femmes au retour de congé maternité. Désormais, on va le faire, on est dans les clous. Dans cette citation, le mot « désormais » est important. Il montre bien un avant et un après. L'index est donc effectif, il produit des effets et c'est certainement dû à cette binarité de l'index, au fait que l'on a soit 0, soit 15, là où les précédents indicateurs étaient finalement plus graduels et donc moins statistiquement parlant, voire choquant quand on a la mauvaise note. On a bien ici un exemple de souci de performer à l'index qui conduit à des modifications en pratique. Cependant, avant de passer au dernier indicateur, quand bien même cet index produit des effets, il reste des grandes interrogations sur l'adhésion au principe de la loi et à cette modalité de calcul. S'il y a régularisation des pratiques dans les faits, cela ne signifie pas pour autant une adhésion au principe de la loi. Et d'ailleurs, les propos sont parfois ici très durs, très tranchés sur l'incompréhension qui consisterait à augmenter des femmes à leur retour de maternité. Les propos attribuent parfois le terme de prime au congé mat pour ces personnes-là. La notion de neutralisation des conséquences pour une femme de l'absence pendant la congé maternité n'est pas acceptée. C'est le discours du mérite qui revient. La personne qui est en arrêt maternité, en congé maternité, n'a aucun mérite à être augmentée. Elle n'a pas participé à l'effort de production. Elle n'était pas là pendant que ses collègues travaillaient. Une entreprise d'un groupe immobilier nous dit quand on parle d'augmentation individuelle, c'est au mérite, c'est par rapport à un travail fourni. Pour une personne qui est là tout au long de l'année par rapport à une personne qui revient de congé maternité, je ne trouve pas ça équitable d'emblée de lui donner une augmentation. C'est affligeant qu'on lui file une augmentation, tout ça parce qu'elle est en congé maternité. Ces propos sont tenus par des femmes directrices des relations sociales ou des ressources humaines qui ont une vision du mérite, de l'équité très tranchée. Au-delà donc, j'en conclus sur ce point, de la logique calculatoire de l'index qui pousse véritablement à des changements, une explication du sens de la loi reste aujourd'hui tout à fait indispensable. Alors, le dernier indicateur donc, mesure le nombre de femmes salariées, femmes ou hommes sous-représentés parmi les 10 salariés ayant reçu les plus hautes rémunérations. Alors, le barème est simple, hein. Il est noté sur 10 points. L'entreprise perçoit la totalité des points si le nombre de femmes ou d'hommes est au moins de 4 sur 10. La moitié des points, soit 5, s'il est de 2 ou 3. La majorité des entreprises enquêtées estiment être impuissantes face à cet indicateur. Elles disent n'avoir peu de prise sur les plus hautes rémunérations,
Tout d'abord en raison du temps nécessaire pour corriger ou parce qu'elles n'ont pas la maîtrise des recrutements et des négociations salariales associées. Comme l'illustrent les citations de 2 entreprises. On aura toujours 0 sur ces derniers indicateurs, compte tenu de la spécificité de ce métier. Nos compétences clés sont détenues par des hommes, une entreprise du numérique. Ou cette autre entreprise, par contre, pour les plus hauts salaires, on ne peut rien faire, on ne gère pas. On a 2 femmes, mais on ne peut rien faire. Nous sommes un groupe américain et ils ne veulent rien savoir, même si c'est la loi. En résumé, plusieurs entreprises nous ont dit on est noté d'office sur 90. Une seule entreprise témoigne de la volonté d'agir sur cet indicateur. L'index a été un alerteur. Là, ça a servi. Un travail a été fait pour atteindre un nombre quasi égal. C'est une entreprise du tourisme. Alors, en conclusion, avant de repasser donc la parole à Nicolas, sur ces indicateurs, on peut dire, en particulier sur les 2 derniers indicateurs, 4 et 5, ils sont faciles à calculer. 1 est binaire, où on a des notes très faciles à comprendre. Au regard des indicateurs 1, 2 et 3, qui demandent un calcul beaucoup plus complexe. Toutefois, au final, c'est par ces 2 indicateurs, dans les premières publications, que les entreprises perdent le plus de points fréquemment. Je laisse la parole donc à Nicolas pour une synthèse et conclure. Oui, on a passé pas mal de temps là sur la décomposition de l'index, indicateur par indicateur, et on voit bien que chaque indicateur a sa façon a sa convention de mesure, a sa modalité de calcul, plus ou moins techniques, plus ou moins complexes, et qui engagent des modalités d'interprétation. On interprète les plus hauts salaires, les retours de maternité, les écarts salariaux. Bref, cet indicateur fait vraiment une synthèse entre de nombreuses dimensions de l'inégalité. Et il se pose maintenant la question de savoir ce qu'on fait du résultat final. Une fois qu'on a fait ces 5 indicateurs, qu'on les a calculés, qu'on a mis les mains dans les données RH, qu'on en a un chiffre, qu'on a 50 sur 100, 75 sur 100, 92 sur 100, qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre? En quoi le chiffre obtenu contribue à faire changer les pratiques? On pourrait aussi poser la question, en quoi le fait de passer de 90 à 95, ou inversement de régresser dans la note, contribue à alerter, à agir, ou à l'inverse, à se satisfaire de ses lauriers et à ne pas agir. C'est pour ça que la partie finale de notre rapport s'appelle « Quantifier pour agir ». On se place ici dans une approche théorique de la sociologie de la quantification, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure les chiffres, les indicateurs permettent de contribuer à l'action. Les chiffres peuvent être des relais du droit, c'est le point qu'on a vu précédemment. Les chiffres peuvent être des outils de gestion, peuvent être des éléments diagnostiques. Quand on a un bon diagnostic statistique, alors on peut prendre des décisions adaptées à son entreprise. Le chiffre, ou en tout cas ici la note, la performance, la comparaison entre les entreprises, entre son entreprise et celle de la branche peut être aussi un facteur symbolique de comparaison, de vouloir se benchmarker par rapport aux autres entreprises du secteur. Alors dans cette dernière partie, on a repris nos 40 entreprises et on a regardé quels étaient les facteurs principaux qui expliquaient l'intégration de l'index dans les stratégies d'entreprise. Est-ce que les entreprises considèrent l'index comme un outil ou pas? Est-ce qu'elles l'intègrent ou est-ce qu'elles ne l'intègrent pas? Et est-ce que cet outil vient infléchir ou pas les pratiques? On propose donc une sorte de classement, de typologie, de type d'entreprise. Dans un premier cas de figure, on s'intéresse aux entreprises qui sont les plus outillées. Donc c'est souvent les grandes entreprises qui ont des services RH étoffés et qui ont déjà une pratique de quantification, qui ont déjà des outils de mesure, d'appréhension chiffrée des inégalités, des différences entre les hommes et les femmes, notamment par l'utilisation de la BDES, du rapport de situation comparée, qui est un outil travaillé par des gens du service RH, qui est discuté par des partenaires sociaux plus ou moins bien formés, compétents, qui maîtrisent la question. Et donc pour ces entreprises déjà bien équipées en matière d'égalité, pour certaines, la valeur de l'index va être réduite parce que les outils sont déjà là. Alors, on a considéré 2 cas de figure. Certaines où l'index est un outil en plus. Il vient s'ajouter
aux éléments déjà existants. Il vient donc s'intégrer. Les entreprises se conforment à l'obligation de produire l'index et essayent de réinternaliser cet outil. C'est une injonction extérieure, mais on la prend telle qu'elle et on en fait un outil en plus de notre système d'évaluation. Et on va essayer d'en tirer intérêt, profit. Alors, profit, pas forcément au sens économique, mais un intérêt dans le pilotage de l'égalité. C'est un outil en plus. Par exemple, une entreprise du secteur financier a intégré cet indicateur, cet index, au calcul de l'intéressement, en partenariat, en accord avec le CSE. Et désormais, alors c'est une faible portion du calcul de l'intéressement, mais il prend en compte la valeur de l'index. Donc tout le monde est finalement partie prenante de la bonne note à cet indicateur. Il peut être aussi réinternalisé dans un souci de performance. C'est-à-dire que l'entreprise va contrôler la production de l'index sur l'ensemble de ses filiales. Je pense à un grand groupe du secteur industriel dont le responsable nous dit « je m'assure qu'aucune entreprise, qu'aucune filiale ne va donner une mauvaise image du groupe ». Et donc il y a une vraie logique de contrôle technique de cet index. Donc, dans ces premiers cas d'entreprise, la valeur ajoutée est réduite parce qu'il y a déjà de nombreux outils de quantification. L'index ne fait pas office de diagnostic ou de révélateur, les choses sont déjà là. Et donc il n'a pas un effet d'entraînement sur les pratiques. Pour un second groupe d'entreprises, elles aussi bien équipées, bien outillées sur l'égalité, qui ont une démarche active, l'outil n'est pas un outil en plus, c'est un outil en trop. Il est déconsidéré, il est critiqué, il est perçu comme une contrainte administrative sans valeur, comme un coût administratif pur et simple. Et donc là où les premières entreprises essayaient d'intégrer, d'internaliser l'index dans leur pratique, d'en faire un outil complémentaire, ces deuxième groupe d'entreprises le laissent à distance, le calculent par obligation, mais n'en font aucun usage. Ils condamnent sa faible utilité, sa faible plus-value. Une entreprise nous parle d'un indicateur hors sol. Certaines reviennent sur telle ou telle composante de l'indicateur, par exemple la notion de promotion qui n'est pas adaptée, qui n'est pas pertinente pour telle entreprise. Un groupe du milieu social nous dit « la note n'est pas significative, il y a un refus de considérer cette note comme parlante, il y a un refus d'utiliser la convention de mesure ». Et cette mise à distance va souvent se produire dans des cas où la note est bonne. Et c'est un point important qu'on aimerait souligner. Dans les contextes, dans les situations où la note est correcte, passe le seuil minimum de 75, voire même passe des seuils de 80, 85, alors la mesure ne conduit pas à l'action. Il y a une sorte d'obstacle cognitif à utiliser cette note. Ce n'est pas un outil de mesure. On nous dit la note ne nous apprend rien qu'on ne sachait déjà, et ce n'est pas un outil de progrès. Quand bien même la note permettrait de voir des difficultés sur tel ou tel plan, elle ne nous dit pas quelles seraient les bonnes actions pour améliorer nos pratiques. Une entreprise du secteur industriel nous dit l'indicateur lisse nos disparités, nos inégalités. Cette entreprise, employeur comme syndicat, reconnaissent des inégalités très fortes pour cette entreprise masculine et pourtant elle a une note de 88 sur 100 qui satisfait tout le monde et qui empêche finalement d'aller plus loin. C'est une sorte de peut-être pas de paralysie, mais en tout cas, il y a le fait que ça ne conduit pas à l'action. Donc voici pour les deux premiers groupes d'entreprises très outillés, déjà bien équipés, qui ont des accords égalité, ce genre de choses. Pour les autres entreprises qui sont nettement moins bien outillées, et notamment les petites entreprises ou certaines PME. Elles sont moins équipées dans le sens où elles sont peu volontaristes, elles ont des accords ou des plans d'action minimaux dans une stratégie de conformité à la loi. Il y a les services RH sont peu étoffés, le dialogue social est aussi moins abouti. Donc dans ces entreprises, la volonté de quantifier l'égalité, contrairement aux précédentes, est moins affirmée. Elle est à ses prémices, elle est au démarrage. Compte tenu de l'outillage moins avancé de ces petites ou moyennes entreprises, alors l'index va pouvoir avoir, dans certains cas, des effets.
dans certaines entreprises, l'index va avoir un effet de révélation, pour reprendre le terme que tu as utilisé, Martine. L'index va créer un effet d'incitation à l'action, d'incitation à la mise en place d'actions. Une entreprise de taille moyenne, 250 salariés du secteur de l'immobilier, a considéré l'index comme permettant de mettre à jour des pratiques inégalitaires. C'est une entreprise féminisée à 70%, l'entreprise n'a plus d'accord égalité et l'index a permis de rendre compte d'inégalités structurelles permanentes. Alors bien sûr, les acteurs le savaient, le CSE le savait, la direction n'était pas ignorante de ces inégalités. Notamment en termes d'agences, c'est une entreprise qui repose sur des agences sur le territoire qui sont souvent dirigées par des hommes avec donc des très grandes différences de salaire à ce niveau-là. Et l'indicateur 1 sur les écarts salariaux était très bas, de 11 sur 40 la première année, puis de 21 ou de 20 et 25. Donc ce chiffre traduit une forte structure inégalitaire. L'index a été utilisé par la direction, mais aussi par le CSE, qui a été épaulé, appuyé par un cabinet d'expertise. Et dans ce cas de figure, l'index a été un levier pour la mise en place d'actions. Un autre exemple, c'est une petite entreprise du secteur industriel, de la métallurgie, où là, c'est la DRH qui est vraiment volontariste, qui s'est appuyée sur cette note qu'elle appelle un thermomètre pour dynamiser la politique d'égalité et pour réécrire l'accord. Et donc, dans ces deux cas de figure, on a un CSE ou une direction qui sont volontaristes et qui s'emparent de la note pour faire bouger les lignes. Il y a bien une volonté de quantifier pour agir. Dernier cas de figure, avant de conclure, est-ce qu'on est dans le timing ? Il vous reste 7 minutes à peu près. C'est parfait. Dernier cas de figure, c'est les entreprises, donc les petites entreprises, toujours dans ce même groupe, peu outillées, peu volontaristes, une approche minimale de la quantification, qui vont calculer l'index. Donc il y a déjà un processus, une première démarche de confrontation de la réalité à du chiffre. Et ces entreprises vont tomber sur des bonnes notes ou des notes satisfaisantes. Et donc, cela conduit, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi à une forme d'inaction. Pourquoi mettre en place des actions alors que la note est de 90 sur 100, par exemple ? Une petite entreprise du secteur du nettoyage, donc milieu très féminisé, avec des inégalités de salaire au sens de la structuration, les femmes étant sur des postes souvent peu qualifiés et moins bien rémunérés. Cette entreprise se satisfait de ces bonnes notes. C'est un cas typique d'une entreprise non mixte qui a du mal à s'interroger sur les pratiques. Une entreprise du secteur du transport, là, un peu plus mixte, avec une grande aussi ségrégation en termes de classification. Les hommes conduisent les bus, les femmes sont sur des postes administratifs. Se satisfait de la note, le DRH nous dit « j'ai eu 9,3 sur 10 ». Il utilise une connotation scolaire « j'ai eu une bonne note ». Pourquoi mettre en place une action alors que l'entreprise a 9,3 sur 10 ? Est-ce que l'index est intégré aux pratiques ? Oui, mais dans un but purement utilitariste, le fait de ne pas perdre cette note de 9,3. Est-ce qu'il infléchit les actions ? Non. Ces entreprises vont au mieux utiliser l'index comme un outil de gestion. Elles n'en avaient pas ou très peu, mais la démarche de quantifier pour agir est réduite. Dernier cas de figure, les entreprises où ce process quantifier pour agir n'est pas possible, où l'on ne peut pas quantifier, où on a des index incalculables. Là, on va se retrouver sur des entreprises de petite taille. L'index ne va pas être calculable parce que le montant minimum de composition des groupes, vous l'avez vu dans le premier tableau, là, il faut des groupes d'hommes, de femmes par âge, par CSP. Il y a un minimum de 3 hommes et de 3 femmes à avoir pour chaque fois. Et donc, dans bien des cas, on n'atteint pas ce minimum. Sur les indicateurs de promotion, d'augmentation, pareil, il va y avoir des impossibilités de calcul. Et donc, l'index est non calculable. Et c'est paradoxal parce que souvent des entreprises qui auraient bien eu besoin d'une confrontation à une note et qui auraient eu besoin, quand bien même l'index n'est pas parfait, à des limites statistiques, qui auraient eu une utilité à avoir une note, là où les très grandes entreprises de nos premiers groupes, finalement, considèrent l'index comme venant s'ajouter à des éléments déjà existants. Alors, pour conclure,
quelques mots de conclusion avant d'échanger avec vous. 4 points de conclusion. L'index a le mérite d'exister, c'est un premier point. Il a le mérite de confronter les entreprises, comme on vient de le voir, à la question de l'égalité. Et il a d'autant plus d'intérêt pour les entreprises qui ne se posaient pas la question. Deuxième point, c'est que par son mode de calcul, par son choix de convention statistique, une mesure parmi d'autres, il y aurait eu des dizaines d'index imaginables que l'on aurait pu inventer. D'autres pays ont d'autres formes d'index plus ou moins complexes statistiquement. Donc par son mode de calcul, il y a des effets de choix. Le fait de choisir une convention statistique par convention, par choix, ça écarte certains éléments du calcul. Et notamment, cela gomme certaines inégalités salariales. On a vu les effets de seuil, on a vu la question très problématique du seuil de pertinence et la question du regroupement des métiers, de la classification des métiers qui, pensons-nous avec Martine, est un vrai sujet. Le fait de considérer l'égalité ou l'inégalité par ces classifications très hétérogènes. On pense que l'index invite à une réflexion en dehors de l'index sur ces classifications, sur ces catégories. Le troisième point est le risque que l'index focalise le sujet des inégalités aux seules inégalités de salaire et passe sous silence d'autres facteurs très importants comme le temps partiel, je l'ai pointé tout à l'heure, la dévalorisation de certains métiers féminins, on l'a vu aussi à travers quelques exemples. Enfin, dernier point, l'index, c'est un sujet technique. On l'a vu, l'exemple du tableau Excel le montre, c'est d'une grande technicité. Des personnes s'y retrouvent très difficilement dans l'interprétation de la note et de ses composantes. C'est un sujet technique et on pourrait dire que c'est assez peu un sujet politique. On pourrait comparer ça aux accords égalité. Les accords égalité sont aussi une obligation dans les entreprises en fonction de leur taille. C'est un sujet politique puisque pour produire un accord, il faut une direction et des syndicats représentatifs qui s'entendent, qui s'accordent et qui posent un texte, qui écrivent un compromis. Et ce compromis, cet accord doit être porté par l'ensemble des partenaires sociaux. L'index n'a pas à être porté. Il est juste un instrument technique à la main de la direction. Et ceci, pour finir, représente vraiment une grande différence par rapport à cette question des accords. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour cette restitution de votre travail qui est vraiment à la fois très enrichissant et qui, me semble-t-il, amène à se questionner et à réfléchir pour progresser probablement dans l'avenir. On va passer du coup maintenant à ce temps d'échange et de questions. Plusieurs ont commencé à arriver, donc on va essayer de vous les relayer pour que un échange et des précisions puissent être données. Peut-être une question un petit peu technique pour commencer, Nicolas. Vous en avez parlé dans votre conclusion. Est-ce que vous pouvez repréciser comment fonctionne l'application des seuils de pertinence au niveau du premier indicateur, l'indicateur 1 sur les écarts de rémunération, parce qu'effectivement, c'est pas si simple à appréhender et c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur l'appréciation qu'on peut porter. Oui. Alors, vous voyez, déjà, la difficulté, c'est qu'on a souhaité présenter un peu la construction statistique de l'index très rapidement et il y a un vrai coup d'entrée dans ce tableau. Alors comment ça fonctionne? On prend en compte le salaire brut moyen des femmes et des hommes par catégorie socio-professionnelle. Ici, il y a 4 catégories: les ouvriers, les employés, les techniciens agents de maîtrise et les ingénieurs cadres. Donc prenons une ligne, par exemple, je vais en prendre une autre que celle de tout à l'heure, les techniciens agents de maîtrise âgés de moins de 30 ans. La première ligne. Donc on voit que le salaire moyen des femmes dans l'entreprise est de 55 000 euros. On prend chaque salaire féminin, on fait un calcul et on divise par le nombre de femmes. Et donc en moyenne, les femmes gagnent 55 000 euros bruts par an quand elles ont moins de 30 ans et elles sont TAM dans cette entreprise. Les hommes gagnent 57 950 euros en moyenne. Il y a donc une différence brute moyenne par an de 2 950 euros. Ça représente un écart, 57 000 sur 55 000, ça représente un écart de 5,1%. Et la loi part du principe que l'on applique un seuil de pertinence de 5
Ce seuil de pertinence, on pourrait revenir sur sa logique. Il part du principe que peut-être les chiffres ont une imprécision et que, en tout cas, on va adopter une réduction de 5 points, peut-être c'est pas 5%, c'est de 5 points. Et donc on passe d'un écart de 5,1% d'écart de rémunération moyenne à 0,1%. Et donc dans cette entreprise, l'index considère que les femmes sont payées 0,1% de moins que les hommes pour cette catégorie moins de 30 ans TAM. Voilà comment s'applique le seuil de pertinence. Donc tout ça pose une vraie question. Une vraie question de la pertinence. On pourrait se demander si dans les évolutions de l'index, on ne pourrait pas alléger ce seuil de pertinence, revenir sur ce principe qui pose question aux commentateurs extérieurs que nous sommes, mais aussi à des acteurs internes de l'entreprise. Je me souviens très bien d'une directrice des ressources humaines qui disait « mais je ne vois pas le principe de supprimer 5%. C'est comme si on faisait un sondage et qu'au taux de pourcent de réponse, on enlevait systématiquement 5% des répondants ou de la réponse pour améliorer la qualité statistique. Je ne pense pas que ce seuil de pertinence améliore la qualité de l'index. Martine, oui, juste pour compléter, c'est comme si on disait qu'on est d'accord qu'il y ait au moins 5% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes et que c'est pas illégal, c'est pas injuste, c'est voilà. Je voulais préciser que ça, c'est lorsque l'entreprise applique les catégories socio-professionnelles par défaut qui est proposé dans l'index, c'est-à-dire en 4 catégories socio-professionnelles. Elle peut, si elle le veut, choisir une autre classification avec l'accord de son CSE. Et dans ce cas-là, si elle prend sa propre classification, le seuil de pertinence descend à 2%. Pour être précis et complet sur la réponse. Merci Martine. Nous avons aussi une question toujours sur l'indicateur 1 qui concerne donc le facteur de pondération de pertinence. Quelle est l'origine de ce facteur? Est-il variable en fonction du niveau de qualification ou de l'âge et selon quelles règles? Qui de vous souhaite répondre? On vient un peu d'y répondre, oui. C'est exactement ça, c'est un principe systématique d'application de 5% et possibilité de passer à 2%. Un exemple de choix de passer à 2%, c'est une entreprise où il n'y a que des cadres, une entreprise parisienne du secteur de l'entertainment. Et il y a 95% de cadres. Donc du coup, l'entreprise a adopté un système de classification cadre de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, je ne sais plus très bien. Et donc on passait à ce seuil de 2%. L'origine, c'est la loi. L'origine, c'est la loi sur l'index qui pose ce principe de 5%. Et comme l'a dit Martine, cette validation qu'on peut commencer un calcul avec 5% d'écart dès le départ. Merci. On continue sur les questions un peu explicatives sur les indicateurs en tant que tels. Il y a une question de quelqu'un qui réagit en disant sur l'indicateur 4, vous ne parlez pas des difficultés de structure dans le secteur social ou médico-social où l'évolution des rémunérations est à l'ancienneté. Et donc, cette évolution est maintenue pendant le congé maternité. Or, on se retrouve à zéro alors concrètement, les salaires ont évolué. Et donc, si on donnait la moyenne des avancées d'ancienneté, cela reviendrait à augmenter 2 fois ces femmes. Oui, alors on a un cas très proche qui est détaillé dans le rapport. Donc, moi, je peux alors évidemment, on n'en parle pas à l'oral, mais parce que pour le temps qu'on a, mais cette personne pourra aller se référer à notre rapport où on explique assez longuement le cas d'une entreprise du secteur social justement qui présente un cas de dispute entre la convention de mesure et ces catégorisations de conventions collectives. Et sur ce point précisément du congé maternité. Et cette entreprise avait vraiment fait remonter à la directe, à la DRET désormais, et au ministère, ce conflit d'interprétation en exposant que l'entreprise ne pouvait pas rentrer dans le type de mesure qui est proposé. On voit bien que cet index qui est unique et homogène pour toutes les entreprises de France, de 50 salariés à 5000, de tous les secteurs, va
s'opposer à des cas de figure, à de la casuistique. Et c'est bien ça la difficulté quand on a un seul et même indicateur, c'est qu'il soit, pour reprendre les propos de Sylvie Lair, fiable, pertinent, de façon transversale à l'ensemble des... Et en effet, on a ce type de difficultés qui nous ont été remontées. Une autre question, toujours sur le cas du retour à la maternité. Pouvez-vous repréciser sur quelle période doit-on regarder les augmentations individuelles pour calculer le rattrapage maternité ? Alors, je ne sais pas si Martine, tu vas pouvoir m'aider. C'est une question compliquée. Hein. Assez technique, sachant que je ne vais pas répondre précisément, je vais juste dire qu'on a eu plusieurs interprétations qui nous ont été proposées. On a lu la loi, on s'est dit, il y a un problème. On est allé revoir la loi de 2006, normalement c'est dans l'année où elle revient de retour de maternité. Si dans cette année-là, il y a eu augmentation générale ou individuelle dans l'équipe, elle doit bénéficier de cette... Mais c'est sur la période où il y a discussion. Nous sommes allés voir les partenaires sociaux du patronat. Nous avons discuté avec eux. Ils n'avaient pas la même interprétation que nous. On a demandé à des juristes qui n'avaient pas la même interprétation qu'eux. Donc je ne répondrai pas avec précision, n'étant pas juriste, je préfère ne pas m'engager. Mais je crois qu'il y a besoin d'une clarification très claire de la part des pouvoirs publics sur ce point de vue, parce qu'on a de multiples... Et on a eu des RH qui nous disaient « non, vous n'aviez pas compris ». Bon, donc nous étions très prudents. Donc je préfère ne pas répondre avec précision, n'étant pas juriste. Le texte dit l'année suivant le retour de congé mat, et on peut se référer au site du ministère du Travail qui présente une question-réponse assez fournie. Et justement, le fait que ce soit très fourni montre bien aussi, en creux, la complexité du modèle de calcul. Pour chaque indicateur, il y a des questions. On retrouve ces cas de figure, celui-ci ou celui d'avant. Donc voilà, c'est très complexe. Là, le texte dit ça, mais c'est vrai que l'interprétation de l'année suivant le retour de congé mat peut être... Il y a des décalages, puisque les entreprises nous disent « mais non, mais nous, nos augmentations, de toute façon, c'est à partir du 1er janvier, donc de toute façon, elle sera augmentée au 1er janvier. » Mais du coup, elle n'aura pas, certes, mais elle n'aura pas bénéficié pendant l'année de son retour des augmentations de l'année qui est en cours. Et ça, c'est des interprétations de texte qui conduisent à des situations multiples qu'on a pu rencontrer. Alors sur ce point, on pourra peut-être évoquer un point qui a été important dans l'appropriation de l'index, c'est le rôle des directs, ou aujourd'hui des DRET ou des dettes, qui ont sur le terrain, sur les bassins d'emploi, organisé des réunions d'information, de sensibilisation et d'information. Alors, elles ont eu lieu au démarrage, là où les personnes avaient mis les mains dans le cambouis finalement. Donc finalement, ces questions très précises, très techniques ne pouvaient pas être posées. C'était une logique de sensibiliser l'entreprise à l'index. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ces réunions sont encore d'actualité, je pense que ça pourrait être intéressant de proposer des systèmes d'échange ou via les outils numériques, des chats, des forums, pour aider les entreprises. En tout cas, ces appuis extérieurs ont été fortement utilisés. L'index étant complexe, les entreprises ont souvent utilisé des recours extérieurs, donc la directe, mais aussi des réseaux de patronaux, des syndicats de branche, des conseils, des avocats. Bref, c'est une affaire de direction épaulé, conseillé par aussi des experts, hein, étant donné la technicité de la question. Juste pour compléter, effectivement, il y a eu même des référents égalité pro dans les DRET qui ont été nommés et qui permettent d'avoir ce dialogue et de parfaire la compréhension effectivement des textes. Alors, une réflexion, mais je ne suis pas sûre que vous ayez la réponse, hein, mais quelqu'un se demande un peu, au vu des propositions qui ont été portées par des associations ou des think tanks, pour voir quel type d'amélioration il pouvait y avoir à l'index. Voilà, est-ce que vous êtes au fait de révisions possibles à venir, et notamment, qui seraient portées par les pouvoirs publics, et notamment d'une extension du champ d'application sur les 3 versants de la fonction publique, donc fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière et fonction publique d'État. Alors, je ne sais pas si vous avez... Alors,
sur ce point-là, alors une extension aux autres fonctions, vos fonctions publiques, oui évidemment, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, contrairement à ce que certains pensent, puisqu'on se dit on est dans la fonction publique, il y a des grilles, etc. Il y a beaucoup d'écarts de salaire, et là c'est sur le déroulé des carrières, surtout l'impact de la maternité, l'accès aux postes à responsabilité, etc. Et ça c'est relativement mal saisi par l'index. Alors des extensions possibles, il y a eu des propositions sur l'outil même, il y a eu des propositions et en fait on peut se poser la question, il y a une proposition qui est passée sur la part des femmes dans les COMEX, comme la loi Copé-Zimmermann, hein, donc pour les COMEX, très bien, mais on ne fait rien, mais strictement rien pour les faibles salaires. Et pourquoi il n'y aurait pas un indicateur dans ces cas-là qui pourrait mesurer, et on verrait, je pense, qu'on aurait une part importante des femmes dans les bas salaires. Et sur les bas salaires, c'est passé sous silence. Et ça n'apparaît pas du tout dans la construction de l'index. Et ça mériterait à la fois en termes d'outils, mais ça pose une question d'outils dans l'index, mais ça pose aussi une question plus large, en dehors que de l'index, et à quel niveau il faut agir. L'entreprise, certes, mais là, et on l'a bien vu malheureusement cette année avec la crise sanitaire, des secteurs entiers féminins sous-valorisés, oui, mériterait d'avoir une vraie discussion sur les classifications, une revalorisation de ces métiers que l'on a tendance à rendre invisibles. Hein. Et là, il y a tout un travail aussi, mais ce n'est pas qu'au niveau de l'entreprise. Il y a certes le niveau de l'entreprise, mais il y a aussi... donc le chantier est encore très vaste. J'aimerais peut-être compléter. C'est vrai que les pouvoirs publics peuvent être très sensibles à améliorer l'index. On a vu qu'il est imparfait, et donc de venir rajouter tel indicateur, de modifier telle modalité de calcul. Alors, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. L'avantage, ce serait d'ajouter des dimensions de l'égalité ou de l'inégalité qui ne sont pas présentes aujourd'hui, et donc d'affiner, d'améliorer le contenu statistique. L'inconvénient serait de déstabiliser des modes de calcul aujourd'hui routinisés et de replacer des entreprises dans une logique de devoir se réadapter à un nouveau mode de calcul, avec, pour les pouvoirs publics, un risque assez fort de non-adhésion à cette modalité. Alors, c'est un risque, mais ça peut être aussi pertinent, puisque cette routinisation, finalement, peut, au final, produire des effets d'instrumentalisation du chiffre. Maintenant qu'on maîtrise bien le chiffre, qu'on maîtrise bien les modalités de calcul, on maîtrise assez bien ce qui va sortir du chiffre, et donc, finalement, la logique quantifiée pour agir se réduit. Venir recréer, remodifier l'index pourrait remettre à plat les modalités de calcul, et les entreprises qui depuis 3 ans se satisfont d'avoir 90-95 sur 100 finalement seraient rechallengées d'une certaine façon avec un nouvel indicateur. Mais l'adhésion serait certainement très, très réduite à ce principe. D'accord, je vous remercie. Je profite aussi de cet instant pour vous dire qu'il nous reste encore quelques minutes. Donc si vous voulez poser quelques questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment pour ce faire. Et puis je rebondis sur ce que vous mentionnez tout à l'heure, Nicolas. Une personne témoigne et nous dit que dans son entreprise, le rapport de situation comparée n'existe plus et qu'il est maintenant remplacé par l'index, ce qui est dommage car c'est beaucoup moins précis. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à cela ? Il y a une obligation légale de faire une BDES ou une banque de données unique, et il y a une rubrique qui reprend l'ancienne, moins complète, qui doit reprendre l'ancien rapport situation comparée. Donc normalement, l'entreprise devrait être, entre guillemets, équipée de ce type de document. Mais il y a un risque. Il qui a été dit par Nicolas, c'est que les entreprises maintenant pensent que pour cette histoire qui est l'égalité, qu'il faut, si je peux me permettre d'aller vite, que cette histoire qui est l'égalité, on a l'index, ça y est, on est en règle, on est dans la légalité, on a d'autres sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus... C'est ça qui est difficile aussi. Et donc ce risque, il est là
Sur la B2S, c'est un point qu'on n'a peut-être pas forcément mis en avant dans la présentation de ce matin, c'est le fait que l'index était censé être aussi un instrument au service du dialogue social. Il devait venir comme un instrument d'éclairage, de diagnostic de la situation de l'entreprise sur l'égalité et par le rapport de force, par la discussion, par le dialogue social entre syndicats et employeurs, amener à des corrections. Et la B2S aussi procède de cette même logique. La loi qui avait établi les B2S repose sur l'idée qu'on va fournir beaucoup d'éléments informationnels aux syndicats, aux représentants du personnel. On leur donne des éléments chiffrés, des éléments qualitatifs. Ils l'analysent. Et donc ça repose sur une hypothèse de capacité. On part du principe que les acteurs du dialogue social seront capables d'interpréter toutes ces données, donc les données de la B2S, désormais l'index également, d'en faire une analyse réfléchie, pertinente et de cibler dans leur dialogue social avec l'employeur tel ou tel domaine d'action. On a quelques cas d'entreprises minoritaires où cela s'est produit. Mais il faut avouer que la capacité des représentants du personnel à faire usage de ce type d'informations très technique, très complexe, est limitée dans une situation de plus où la charge de travail des représentants du personnel a été amplifiée, densifiée. Ce n'est pas lié à l'index, c'est lié aux ordonnances réformant le droit du travail de 2017. Mais désormais, il y a un peu moins de représentants du personnel qui ont un peu plus de choses à faire et cela est très, très difficile pour eux. Eh bien, je vous remercie. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci encore une fois, Martine et Nicolas, pour ces échanges. Marie, nous allons marquer une courte pause. Le temps donc de faire entrer sur le plateau nos intervenants et intervenantes pour la prochaine table ronde. À tout de suite.